Il y a encore du monde? Bon, je vous avais suggéré de vous désabonner, mais comme vous êtes toujours là, je profite de la visibilité que vous semblez m'accorder pour évoquer la situation actuelle. Je sais bien que je n'ai pas particulièrement de légitimité à parler de politique, mais je voulais réagir à un des vieux principes de l'extrême droite, qui est celui de la préférence nationale. Le programme du Rassemblement national est explicite sur un certain nombre de points. Les aides sociales, l'emploi devraient être réservés aux Français. La profession de foi de reconquête est plus vague, mais parle d'un peuple français qui serait mis à mal par une immigration massive. Mais c'est quoi un Français ou une Française? Quelqu'un qui est né en France et en fait la demande à l'âge de 13 ans, ou qui est né d'au moins un parent français. C'est ce que dit le code de la nationalité. Le territoire français, vous le savez, a beaucoup changé dans l'histoire. Il est évidemment anachronique de parler de France à cette période, mais on peut rappeler que le territoire de la Gaule celte, vers le début de notre ère, ressemblait vaguement à ça. Le territoire des Francs, le peuple qui donnera son nom au pays, ressemblait à ça au début du règne de Clovis Ier, en gros l'actuelle Belgique. Paris n'en fait même pas partie. À la fin du règne de Clovis, le royaume a cette forme, Marseille ou Lyon n'en font toujours pas partie. Ni la Bretagne d'ailleurs, qui va rester un royaume puis un duché indépendant pendant une très longue période. Sous le règne de Louis XIV, la France s'étend sur des territoires à l'est et au nord. À la Révolution française, la France c'est à peu près ça, il y a des trous puisque notamment Avignon n'est pas inclus, ni la Savoie, qui ne deviendra française avec Nice qu'au milieu du XIXe siècle. On peut rappeler cette caricature publiée en 1860 qui montre une allégorie de la France débarbouillant des enfants savoyards, sous-entendant qu'ils sont crasseux ou un peu basanés quoi. Ensuite, il y a évidemment l'empire colonial français, déployé sur tous les continents. Au XIXe siècle, les Français sont techniquement plus nombreux en dehors du territoire européen. Après la Seconde Guerre mondiale, le territoire de la France ressemble à ça. Les territoires asiatiques sont abandonnés dans les années 50, mais l'Algérie reste française jusqu'en 1962. Le territoire français qu'on connaît en 2024 n'est à peu près fixe que depuis une cinquantaine d'années, et certaines parties du territoire ont encore des velléités indépendantistes. D'ailleurs, est-ce que vous savez avec quel pays la France a le plus de frontières terrestres en commun? C'est avec le Brésil. La Guyane, un département français, partage en effet 730 km de frontières avec ce pays. Un Guyanais, qui est un peu bronzé, on va pas se mentir, est-il plus français qu'un Alsacien qui a été allemand 20% des 2 derniers siècles? Ou qu'un Niçois, qui n'est français que depuis 150 ans? Bon, mais sinon un Français, ça pourrait être quelqu'un qui parle le français. Qui parle le français suffisamment pour se faire comprendre, ou qui le parle bien. Il y a beaucoup de régions françaises qui revendiquent l'usage d'une autre langue. Le breton, le catalan, le basque, le corse, mais aussi le créole, le flamand, l'alsacien, et puis des patois régionaux. Faudrait-il faire des examens d'usage de l'imparfait du subjonctif pour décerner la nationalité? Vous faites combien de fautes à la dictée de Mérimée, vous? La langue française est la langue officielle de tous ces pays dans le monde, et la langue secondaire de ceux-là où des locuteurs s'expriment dans un meilleur français que beaucoup de métropolitains. Peut-être qu'un Français serait quelqu'un qui partage les valeurs de la France, de sa devise, de sa culture, de sa gastronomie. Le plat préféré des Français a longtemps été le couscous, qui reste encore maintenant dans le top 5. En fait, peut-être qu'un Français ou une Française, c'est un peu tout ça. Mais c'est compliqué. Et les partis d'extrême droite se gardent bien d'être plus précis sur ce point, la préférence nationale. Leur programme est inapplicable en France où la discrimination est anticonstitutionnelle. Il leur faudrait modifier en profondeur le cadre constitutionnel et législatif de la République. Mais avec quelle définition? Les enfants d'immigrés italiens, polonais, algériens, tunisiens, cambodgiens, pour la plupart, sont français. Vouloir traiter différemment des travailleurs étrangers des travailleurs de nationalité française reviendrait à créer différentes catégories de travailleurs. Ils cotisent de la même manière. Vouloir conditionner des aides sociales ou les emplois publics à un arbre généalogique reviendrait à créer différentes catégories de citoyens, à créer des inégalités. Ça nous ramène à des périodes historiques assez peu cool, comme la mention des ethnies au Rwanda sur les papiers d'identité avant le génocide de 1994, ou au certificat d'arianité du Troisième Reich, voire à cette affiche du régime de Vichy. Un célèbre académicien a écrit « Un raciste, c'est quelqu'un qui se trompe de colère. » Et je suis assez convaincu de ça. L'immigration est une diversion. On est tous, à différents niveaux, des enfants d'immigrés. Le territoire qui constitue la France est un croisement entre le nord et le sud, entre l'est et l'océan. C'est historiquement et culturellement une terre d'accueil. Et le coût de l'immigration par rapport à ce qu'elle rapporte, tout comme les fraudes aux allocations, sont assez peu significatives, si on les compare par exemple avec la fraude fiscale.
Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il ne faille pas réguler l'immigration, mais l'arsenal existant me paraît suffisant quand on compare à la balance migratoire de nos voisins. À mon avis, ce n'est pas l'immigration le problème, c'est la pauvreté, le réchauffement climatique, les inégalités sociales, le partage des richesses, l'éducation. Ce n'est qu'un détail, mais parmi les autres points du programme du RN aux européennes, on trouve la défiscalisation des donations jusqu'à 100 000 € et la protection des loyers des propriétaires. Combien parmi nous pourraient bénéficier de telles mesures ? Le programme de l'extrême droite est un programme de droite, liberticide, écocide, avec le racisme comme étendard. Et si l'extrême droite arrive au pouvoir, il leur faudrait changer plus que la Constitution. Il faudrait qu'ils changent la devise même de la République, celle qui est inscrite sur tous les frontons des mairies. La liberté, c'est celle que nous avons de voter pour les députés qui nous représentent et défendent nos droits. Pas un État policier où on est plus libre de s'exprimer comme le propose l'extrême droite. L'égalité, c'est un principe ou au moins un objectif de justice et d'équité. L'inverse de la discrimination proposée par ces partis. Et la fraternité, c'est aider les plus faibles et les plus démunis, y compris celles et ceux qui fuient la guerre ou la misère. La France, avec ses 2000 milliards d'euros de PIB, en a les moyens. Vous aviez compris qu'en bon bobo gauchias que je suis, je voterai pour le Front populaire, qui me semble porter le mieux les valeurs que je considère comme importantes. Désolé pour cette propagande gauchiste, mais j'aurais eu mauvaise conscience si, comme les sondages le montrent encore, l'extrême droite est arrivée en tête aux législatives, sans que j'aie tenté, avec ma petite voix, de faire quelque chose contre. Au fait, l'académicien de la citation de tout à l'heure s'appelait Léopold Sédar Senghor. Ancien secrétaire d'État, ancien président du Sénégal, écrivain et poète, il a siégé sous la coupole de l'Académie française entre 1983 et 2001.